Louis Espinassous. Donc je vais me présenter juste rapidement. Je m'appelle Mylène de Guérin, je travaille au siège de la FFGT, la Fédération Sportive et Géographique du Travail. On va vous expliquer ensuite ce que c'est. J'espère que vous nous entendez bien. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter le contexte dans lequel s'organise cette conférence mise en place donc, par la FFGT et l'association FEE de Pau. Tout d'abord, la FFGT est une fédération sportive d'éducation populaire née en 1934 qui a pour projet de favoriser l'appropriation d'activités physiques et sportives de qualité pour s'émanciper de toute forme de domination et se former au rôle de citoyens et citoyennes. Donc elle propose plus de 90 activités sportives différentes pour toutes et tous et a toujours eu à cœur de démocratiser ces pratiques pour le plus grand nombre, surtout les plus éloignés de la pratique sportive. C'est elle qui a ouvert la voie aux compétitions féminines en judo ou à l'accès des femmes au saut à la perche, pour ne citer que deux exemples. Donc c'est dans le même ordre d'idée qu'elle s'est appliquée à proposer des activités physiques adaptées au rythme et potentiel de l'enfant. Elle est ainsi à l'origine des premières sections multisports enfants dans les années 60. Et aujourd'hui, la FFGT poursuit sa réflexion en développant l'activité physique de la petite enfance. Donc cette conférence intervient dans le cadre des rencontres Agir et comprendre de l'enfance FFGT organisées depuis 4 ans. Ces 3 dernières années, ces rencontres se sont organisées en partenariat avec le comité 94 du Val-de-Marne de la FFGT. Le contexte actuel nous a fait revisiter la formule en n'y consacrant pas un week-end, mais un temps d'apport de connaissances, de prise de recul réflexif avec cette conférence. Donc ces rencontres réunissent des parents, des animateurs et animatrices de clubs, des professionnels de l'enfance, pour échanger, développer et innover autour des pratiques enfance-famille en partageant des expériences, des observations pratiques et des apports théoriques. Donc, dans ce cadre, nous avons développé au travers de nos clubs et associations des ateliers d'aventure motrice du tout petit 0-2 ans au travers du concept de motricité libre. Nous avons réfléchi à la question de la prise de risque dans ces ateliers et à l'aménagement du milieu pour qu'il soit le plus riche et incitateur possible pour l'épanouissement de l'enfant. Donc, le contexte actuel de la crise sanitaire nous a interrogés sur la question des pratiques à l'extérieur et en pleine nature. La nature offre un terrain de jeu extraordinaire pour le tout petit et même au-delà pour toutes et tous. Donc ce temps de conférence est une opportunité pour nous d'échanger sur le sujet avec vous et d'élargir le réseau de cette communauté parce que c'est en travaillant avec les clubs, les animateurs et animatrices des clubs, les parents, que nous initierons des formes de pratiques nouvelles à l'extérieur, en pleine nature, pour le bien-être et la santé de toutes et tous et surtout des enfants. Donc je vais laisser Valérie nous partager quelques mots sur l'association FEE. Bonjour, donc moi c'est Valérie Aramon. J'appartiens à l'association FEE, Famille, Enfance, Éducation Populaire, mais aussi à la FSEGT, j'ai les 2 casquettes. Donc la FEE, c'est une association qui est affiliée à la FSGT. Elle est le fruit des réflexions de parents de club de bébés nageurs de Pau, l'APNE, qui a vu le jour il y a presque 50 ans maintenant, sous l'impulsion du comité FSGT 64, justement à partir de la dynamique dont vous a parlé Mylène à l'instant. Elle a pour objectif de favoriser la parentalité et le développement des pratiques familiales petite enfance. Elle organise le Festival de la petite enfance de Pau et qui va fêter ses 30 ans en 2019. Et elle travaille aussi à développer de nouveaux projets, dont le projet Offrir la nature aux tout-petits. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous proposer cette conférence avec Louis Espinassous. Ces écrits sont venus vraiment éclairer notre réflexion commune et nous avons pensé qu'il serait le mieux placé pour parler de cet intérêt de nature qui nous paraît aujourd'hui vraiment très important. C'est même d'une importance capitale pour un développement harmonieux de l'enfant et plus largement de tout le monde. Mylène ? Oui, juste un petit mot sur vous, les participants et participantes à cette visioconférence, et surtout pour Louis, pour qu'il sache à qui il s'adresse en face de l'ordinateur. Il y a donc des personnes issues de cette communauté de l'enfance FFGT dont je parlais avant. Il y a aussi des pratiquants de clubs, de différentes activités proposées à la fédération. Il y a aussi des professionnels de crèche et de PMI, des parents, mais aussi des personnes issues du réseau des clubs nature, car nous avons ouvert largement cette rencontre. Donc nous vous partagerons d'ailleurs un formulaire dans le chat pour nous laisser votre mail si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités par la suite. Donc Valérie va nous présenter Louis et après on va. Alors, ceux qui s'intéressent à l'environnement le connaissent déjà. Il a eu très tôt une vocation d'éducateur nature
Et son envie de partager sa passion pour la nature l'a amené à devenir accompagnateur de montagne, mais aussi conteur, écrivain, et j'en passe, parce qu'il a beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, il est berger. Il est toujours aussi passionné et engagé. C'est un militant de l'éducation populaire qui ne manque aucune occasion de partager ses réflexions. Et c'est pour ça, et de nous interpeller sur ce besoin de nature. D'ailleurs, il va nous interpeller aussi corporellement, vous verrez, et on vous invitera à bouger avec lui. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'il est avec nous ce matin, pour nous interpeller une fois de plus. Et c'est avec grand plaisir qu'on va lui laisser la parole. Mylène, tu as besoin de rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, peut-être juste... Attendez, je reviens. Je suis désolée. Juste peut-être dire voilà, que nous avons écouté Louis et après on aura un temps d'échange. Donc pour le moment, on a privilégié le fait de couper les micros pour une bonne qualité de la visio parce qu'on va enregistrer. Et après, on vous autorisera à prendre la parole ou demander la parole dans le chat. Voilà, et on va se réunir comme ça. Alors, à présent, nous vous proposons de vous lever pour accompagner Louis en geste et en mouvement. Et en parole aussi. Donc il vous voit aussi puisqu'on a mis un écran où il peut voir les personnes qui se sont connectées. Donc nous vous invitons à vous lever pour participer avec lui. Merci. Et Tarzan sauta de l'arbre. Vous allez voir que c'est essentiel. Donc, vous attendez pas que je parle d'abord, vous répétez tout de suite avec moi. À l'intérieur d'une citrouille, il y avait un papillon géant, amoureux fou d'une grenouille, qui se plaignait d'un mal de dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine, la coquine, la coquine. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine dedans. Version minimaliste. Donc tout le monde reprend avec moi. À l'intérieur d'une citrouille, il y avait un papillon géant, amoureux fou d'une grenouille, qui se plaignait d'un mal de dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine, la coquine, la coquine. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine dedans. Version monumentale à nous. À l'intérieur d'une citrouille, il y avait un papillon géant, amoureux fou d'une grenouille, qui se plaignait d'un mal de dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine, la coquine, la coquine. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine dedans. Allez, une petite dernière normale pour s'y remettre. À l'intérieur d'une citrouille, il y avait un papillon géant, amoureux fou d'une grenouille, qui se plaignait d'un mal de dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine, la coquine, la coquine. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine dedans. Alors, juste un mot qui ne concerne pas la petite enfance, mais deux moments de la vie qui se ressemblent énormément, le très vieil âge et la petite enfance. C'est le plus beau témoignage que je connaisse sur l'action, le mouvement, l'action corporelle, le geste dehors. Un animateur nature intervient sur une activité jardin pour un EHPAD avec du 4e âge. Il bricole, il touche la terre, il marche, il jardine un petit peu. Et puis à la fin de la séquence, il y a une très vieille dame qui s'approche de Jacques, qui lui prend sa main entre ses deux mains tremblantes et qui lui dit, je fasse gaffe parce que des fois je suis un peu ému quand je raconte, ce matin, je voulais mourir, maintenant j'ai envie de vivre. Ce matin, je voulais mourir, maintenant j'ai envie de vivre. Action corporelle dehors. Voilà.
C'est notre base, c'est la base de la FSJT, c'est la base de l'éducation populaire, on y reviendra. Pour ça, pour arriver à ça, il va falloir déconstruire 2-3 trucs, 4, de notre pensée depuis 3000 ans, 2500 ans, et puis reconstruire un nouveau frais avec des vieux philosophes et des vieux pédagogues, et puis des psychologues et des neuroscientifiques du XXIe siècle, que je vais vous raconter là, et en grande partie ancré dans le XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il faut déconstruire? 1. Tous les biologistes vont vous dire la survie, et les psychologues priment sur le reste. L'organisme vivant est fait pour se protéger, pour parer les menaces et perdurer, continuer à vivre. Faux. Nous allons le voir. 2. On a une intelligence qui pense et qui agit, et on a un corps qui est végétal, végétatif, ce que j'ai appris quand j'étais jeune biologiste, qu'on avait un cerveau neuro-végétatif qui servait à fonctionner cette espèce de légume qui était le corps, mais que tout se passait dans la tête. Faux! Rien ne peut se passer dans la tête si ça ne se passe pas d'abord dans le corps, en geste et en mouvement. 3. On a 3 certains cerveaux. Un cerveau très ancien, primitif, dit reptilien. On a un cerveau, là, ici, pardon. On a un cerveau affectif, ici, là, voilà. Et on a un cerveau préfrontal, cognitif, humain. Voilà. Faux! On a 4 cerveaux, 4 intelligences, au sens large. On a effectivement, on va y revenir longuement, un cerveau très primitif qui part du ventre et qui arrive effectivement là, cerveau viscéral ou cerveau primitif ou cerveau ancien. On a effectivement un cerveau affectif, voilà, par là à peu près. On a effectivement un cerveau cognitif, et tout le monde a oublié qu'on avait d'abord et surtout un cerveau sensorimoteur. Le cerveau de l'action corporelle, qui est le plus connecté au cerveau préfrontal et qui est le plus connecté avec le préfrontal, avec le reste du cerveau, et le plus connecté, bien sûr, avec le corps. Ce 4e cerveau complètement négligé, oublié, qui est le cerveau sensorimoteur, le cerveau de l'action corporelle sensorimotrice. 4. Pédagogie, on va le voir depuis 4000 ans. L'éducation ne peut se faire que cul sur chaise, avec un cerveau immobile, posé sur une table, et maintenant depuis peu devant un écran. Mais de tout temps, l'éducation s'est faite, le cul sur une chaise, assis, sans bouger, avec un cerveau qui était censé fonctionner tout seul en autonomie. Faux! Il ne peut pas y avoir de développement de l'intelligence s'il n'y a pas de développement de l'action corporelle. Donc je reprends. Qu'est-ce qui a changé? Grandir, s'accroître, se perfectionner, toujours plus de vie, l'emporte sur la survie. C'est le moteur biologique depuis l'origine de la vie. Le moteur biologique qui fait qu'avant de se préoccuper de survivre, on se préoccupe de grandir, d'y aller, de foncer, de vas-y fonce, toujours plus. Soi-même et dans son espèce, dans sa lignée, par la reproduction, puis par l'éducation. 2. L'esprit et le mouvement, non seulement ne sont pas déconnectés, mais l'esprit et le mouvement fonctionnent ensemble. Dans une boucle, c'est Damasio qui en parle, boucle perpétuelle, esprit-mouvement. Et l'esprit ne peut monter en complexité que si le mouvement monte en complexité. Un autre qui dit la pensée et l'action ne sont pas disjoints, il n'y a pas la pensée avant l'action ou l'action avant la pensée. La pensée et l'action sont une seule et même chose.
3. On n'a pas 3, mais 4 intelligences, 4 entités, je viens d'en parler, et en particulier, donc, celle qui nous concerne, mais qui est complètement essentielle, qui est synergique, les autres ne peuvent pas fonctionner si elle n'est pas là, c'est cette intelligence corporelle, intelligence sensorimotrice, qui est absolument, qu'on connaissait, mais c'était foutu dans un coin, ici, là, vers le haut, à peu près, là, ici, et puis on s'en foutait complètement. En fait, non, voilà. Elle est essentielle, y compris aux 3 autres, non pas à la viscérale, mais essentielle au cerveau affectif, essentielle au cerveau affectif, et bien sûr, encore plus, essentielle au cerveau intellectuel, si on veut dire. Voilà. Donc, on n'a pas 3, mais 4 cerveaux, 4 intelligences. Une très ancienne basique viscérale, dite primaire, qui va donner bien-être et mal-être. Une intelligence affective cognitive. Et oubliée, essentielle, indispensable, l'intelligence sensorimotrice, l'intelligence du corps en action, du mouvement et du geste. Et c'est dehors, dans l'action sensorimotrice complexe, que se construit au mieux l'intelligence. Action complexe dans un milieu complexe. Reprenons maintenant, calmement, pour moi en particulier, on va balayer 3 milliards d'années d'évolution depuis la première cellule. Alors, on se lève et vous répétez avec moi. Avez-vous déjà vu un gland de chêne? Un gland de chêne. Un gland de chêne. Un gland de chêne. Avez-vous déjà vu un œuf d'aigle sur la falaise? Un œuf d'aigle sur la falaise. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais. Un gland de chêne qui devient un chêne. Un œuf qui devient un petit aigle ou un petit oiseau. S'il n'y avait pas d'abord, avant tout, s'il n'y avait que se protéger, se préserver, survivre, il ne se passe rien. Il faut que, à l'intérieur de l'individu vivant, quel qu'il soit, il y ait une pulsion d'action, pulsion de faire, pulsion de bouger, pulsion de grandir, pulsion de manger, pulsion d'attraper, pulsion de crier. Il faut que cette pulsion, s'il n'y a pas, il y a mort. Il n'y a plus de reproduction, c'est arrivé certainement souvent dans l'évolution, mais depuis, il n'y a plus rien, sauf ceux qui ont ce moteur très puissant, qui est ce vouloir vivre et ce vouloir grandir, ce vouloir faire, ce vouloir agir. Vouloir agir, ce moteur biologique. Ce qui se passe pour nous, c'est que dans le ventre de la maman, le petit tout, il récapitule, il recommence tout ce qu'il a vécu, tout ce qui a été vécu par l'évolution depuis des milliards d'années. Premier temps, on a vu cette nécessité, cette puissance du grandir, du faire, qui est complètement innée. Deuxième temps, on se retrouve dans les mers primitives, et on a, avez-vous déjà vu une anémone de mer? Une anémone de mer. Une anémone de mer, c'est quoi? C'est une double chaussette
c'est à l'intérieur et à l'extérieur un tube digestif, on va dire. Un tube digestif avec une vague bouche qui attend qu'il y ait des petites particules alimentaires qui passent. Voilà. Et puis, s'il y a la trouille, qu'est-ce qu'a fait l'animal de mer? Donc, ces tentacules, elle se referme. Voilà. Elle sait faire que ça, attendre qu'il y ait des particules alimentaires qui rentrent, et puis, s'il y a la trouille, hop, je me referme. On est tous comme ça, à un moment donné. Il y a 1 milliard d'années, et dans le ventre de notre maman, dans les premières semaines. On est uniquement ça, avec 2 enveloppes, une enveloppe intérieure, bouche, ventre, et puis on excrète, et puis à l'extérieur, une peau, voilà, 2 enveloppes, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, avec la peau, avec l'essence. Pendant des millions d'années, des dizaines, des milliards d'années, on va être que ça, à l'intérieur des mers. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours ça, à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Ça me fait chier. J'en ai la gorge nouée. J'en arrive plus à respirer. J'ai le ventre tordu. Ça me fait des frissons. Toutes ces choses-là, c'est inconscient et c'est notre système, cette ancienne qui fonctionne. Voilà. Toujours à l'intérieur. Et qui a un système nerveux d'une primitivité extraordinaire qu'on retrouve dans ce fameux cerveau du ventre qu'on a découvert il y a quelques années à peine, avec les quelques millions de cellules qui sont simplement là-dedans, et qui nous disent tout ça. Sauf qu'on en est inconscient, quasiment inconscient, parce que c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Ça me fait des frissons, etc. J'en ai les yeux comme des ronds de flanc. Tout ça, c'est l'enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure qui fonctionnent comme ça. Et on est toujours comme ça. Et puis arrive un truc bizarre, ça, des os, des articulations et des muscles. Et ça va se foutre, regardez bien, ici, entre la première chaussette de l'intérieur, du ventre, si on peut dire, ça me fait mal au ventre, et l'enveloppe extérieure, d'où ça me fait des frissons. Hop. Coucou. Et ça va donner le mouvement qui va permettre de fuir s'il y a un danger, mais surtout, d'atteindre, d'aller chercher, de manger. 23 jours dans le ventre à peu près. J'ai plus de notes, c'est assez perturbant. Et nous voilà sortant de l'eau avec cette espèce de truc. Voilà, on est des têtards à peu près, si on est des têtards, avec une grosse tête et une mâchoire, et puis une colonne vertébrale qui nous fait avancer. Sauf que ça va dans l'eau. Mais sur Terre, comme on est sorti sur Terre, on a besoin d'autre chose. Et alors là, c'est un mystère absolu chez tous les vertébrés. On décide, l'évolution décide qu'on aura 4 membres et 5 doigts à chaque membre. Il y en a beaucoup qui vont en perdre, quelques-uns qui vont en rajouter. Toute la lignée qui va vers nous les humains, on garde 4 membres et 5 doigts, avec un squelette et des muscles qui vont nous permettre d'atteindre et de prendre, qui vont permettre le mouvement pour atteindre et capturer. Ça continue. Voilà, c'est les premiers reptiles, c'est les premiers vertébrés, avec une seule obsession, grandir, et pour grandir, d'aller chercher, d'atteindre et de prendre et de capturer. Et puis arrive un truc marrant, qui correspond aussi dans notre ventre à un moment donné, on invente
le sang chaud. Le sang chaud et la possibilité de courir, marcher partout, là où on veut, hors de l'eau en particulier, toutes les températures, partout. Mais par contre, il y a une usine à remplir, et il faut remplir la mécanique. Et nous voilà avec la musaraigne. La musaraigne, petit mammifère, hyperactif, 40 minutes sans bouffer, elle est morte. 40 minutes sans bouffer, elle est morte. Il lui faut tellement absorber d'énergie pour continuer à grandir, à vivre. 40 minutes sans manger, elle est morte. Il lui faut atteindre et capturer. Atteindre et capturer, c'est son obsession. C'est un mammifère hyperactif. Nous sommes tous, fondamentalement, pour nourrir notre ventre et notre système digestif, devenus avec 4 membres et surtout une gueule pour attraper, des mammifères hyperactifs. Des mammifères hyperactifs depuis 40 millions d'années, 50 millions d'années, etc., etc. Et les médecins, cul sur chaise, inventent une maladie qui est l'hyperactivité. Invente une maladie qui est l'hyperactivité. C'est l'horreur absolue. Nous sommes tous des mammifères hyperactifs. Et si on n'est plus mammifères hyperactifs, comme la petite musaraigne, on meurt. On meurt. L'hyperactivité est absolument nécessaire. Nécessaire pour vivre, pour grandir et pour se multiplier, continuer à durer dans notre espèce. Arrive un truc extraordinaire, 30 millions d'années, les forêts tropicales. Les forêts tropicales sont encore maintenant et de toujours le milieu le plus varié, le plus divers qui ait jamais existé sur Terre. Dans les 3 dimensions, en haut, sur le côté, partout, dans les 3 dimensions, ça correspond au niveau des fleurs, des fruits, etc., à l'explosion des couleurs, à l'explosion des fleurs, à l'explosion des fruits, à l'explosion des insectes, des papillons, etc. Ça devient un truc gigantesque. Et il y a 2 petits mammifères, tout petits, qui choisissent de vivre dans les arbres. Ils vivent dans les arbres. S'ils ne sont pas hyperactifs, comme la petite musaraigne, ils crèvent et ils cherchent partout. Et comme le milieu il est d'une diversité absolument gigantesque, et bien dans la détoune, le fameux cerveau de la motricité, le cerveau moteur sensoriel, il explose parce qu'il faut partout chercher, monter, descendre, etc. Et petit à petit, il fait quelque chose qui n'était pas avant. Il va utiliser des bras et des mains. Avant, c'était quoi? Pour atteindre l'objectif, on y allait avec ses pattes. Et pour saisir, pour prendre, c'était avec sa gueule. Et maintenant, on va avoir un intermédiaire dans les arbres. Hop, on va se déplacer comme ça, et puis on va tenir dans les branches. Et on va développer du mouvement, de la motricité, et puis des mains avec un pouce opposable et de la dextérité. Et tout ça, ça marche avec une tétougne qui grandit, et en particulier la tétougne motrice, la tétougne de l'action corporelle, gestes et mouvements, mais qui vont se diviser. Et puis tout d'un coup, eh bien Tarzan, avez-vous déjà vu Tarzan? Tarzan saute de l'arbre. Contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas un mammifère qui se redresse, c'est un mammifère qui était debout, accroché aux branches, des singes en fait, et qui saute de l'arbre. Une fois qu'il se retrouve à sauter de l'arbre, il a divisé quelque chose qui va être disponible avec le pouce opposable, et en particulier chez ceux qui vont donner les humains, opposable à chaque doigt, alors que le singe il
fait que comme ça. Allez tenir une aiguille, comme ça. Allez tenir un stylo bille, comme ça. Le geste, et puis le mouvement. Et là, c'est extraordinaire parce que ces singes, qui ne sont plus des singes, qui sont nos ancêtres, ils ont sauté de l'arbre, ils ont la motricité avec les pieds et les jambes, qui est extrêmement élaboré, un équilibre extrêmement élaboré, qui permet d'aller le plus vite en endurance. Les primates humains sont les plus performants en endurance. On a toujours, dans des concours qui ont été faits au XIXe siècle, cassé les chevaux. Les chevaux étaient incapables de nous suivre. Les loups, on ne sait pas, mais au moins les chevaux et les animaux domestiques, il n'y avait aucun animal qui, en endurance, pouvait aller aussi loin. Et puis en dextérité, n'en parlons pas. Une fois qu'effectivement, on est passé du singe avec juste la main opposable au pouce, on est arrivé à la dextérité. Mouvement, geste, dextérité. Motricité, dextérité. Et puis, surtout, également, droit. Un corps qui est droit, et tout pour le visuel. On peut regretter pour autre chose, hein. On avait une gueule, on avait un buffle, on avait deux yeux un peu sur le côté, c'est les yeux qui viennent, et qui vont discriminer le milieu comme presque aucun autre animal. Voilà. Discrimination par la vue, les autres sens qui continuent, mais qui sont un petit peu en veille, si on peut dire, mais surtout la vision et l'audition. Et puis, le mouvement, le geste. Arrive petit à petit, avec ce mouvement, avec ce geste, on fabrique des outils et on se met à faire quelque chose d'extraordinaire qui est la chasse aux traces et indices, le pistage. Comme on court vite, on va suivre l'animal et quand il est à vue, on va pouvoir le rattraper pour le flécher ou autre. Et dans le pistage, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est tout va s'enclencher, semble-t-il, à partir de ce pistage. Vous avez dans le sol un truc complètement inactif, c'est une trace. Il va falloir que j'invente une histoire vraie, que ce machin dans la boue, c'est un ours, qu'il est passé par là, qu'il a dû passer par là, que maintenant on est le soir, donc il a dû, etc. Il faut que j'invente une histoire, que je construise un récit. Et puis après, que je m'y mette, que je le suive, que je perde la trace, que intellectuellement, en me racontant l'histoire, j'aille plus loin pour choper la suite de la trace. Et puis très vite, je m'aperçois que par rapport à un ours, je ne fais pas le poids. Donc qu'est-ce que je fais? Je repère l'endroit où l'ours est en train de dormir et je viens prévenir mes copains. Et à ce moment-là, c'est la chasse collective qui va nécessiter de la coordination, de la répartition des rôles, de l'anticipation, etc., etc., etc. Et l'intelligence va bondir, plus la cueillette, qui est également du pistage. Je vois, c'est très très classique, je vois un type de forme dans la montagne, je vois un type de couleur dans la montagne, waouh, c'est bon, il y a des framboises et elles sont mûres. Donc voilà, je vais construire, comme je marche très loin et que je vais très loin, je ne suis pas obligé de rester dans le même coin, et à chaque fois d'inventer par la construction du récit, et toujours, voilà, que ce soit en marchant pour aller faire de la cueillette, que ce soit en courant ou en s'organisant à plusieurs pour chasser à la piste, c'est l'action sensorimotrice, voilà, qui est au cœur de ma montée en puissance. Et on arrive effectivement aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, ou de peuples de chasseurs-cueilleurs. Et là, on en prend plein la gueule en tant qu'occidentaux et humains extrêmement intelligents. Ratés, manque de peau, ces gens-là qui sont perpétuellement dans l'action sensorimotrice, dans la construction intellectuelle de leur environnement pour aller y trouver des choses intéressantes, eh bien, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Humains actuels,
1350 cm3 en moyenne. Homme de Homo sapiens d'il y a 20 000 ans, 1500 cm3. Et puis là où c'est ralent, c'est le fameux homme de Néandertal qu'on considère comme primitif, 1750 cm3. Ces gens-là, ils ont un cerveau beaucoup plus puissant que nous, parce qu'ils pensent beaucoup plus, parce qu'ils agissent dans un milieu complexe qui est le dehors, qui est la nature. Alors il y a des biologistes qui ne peuvent pas supporter, donc ils cherchent pourquoi, comment, etc. Ça se fait que c'est pas juste que les Néandertals qui étaient cons comme des balais, ils aient un plus gros cerveau que nous, donc c'était... En fait non, c'était qu'ils étaient plus intelligents que nous, parce qu'ils étaient plus dans l'action sensorimotrice, ils étaient plus dans l'action sensorimotrice, donc ils étaient voilà, plus intelligents que nous, qu'on le veuille ou non. Et c'est par l'intelligence sensorimotrice qu'on est devenu plus intelligent. Et maintenant, on en est là. Et, très intéressant, moins 3000 ans, il y a 3000 ans à peu près, 2500, 3000 ans, il y a bagarre entre deux intelligences. L'intelligence des chasseurs, pêcheurs, artisans, et l'intelligence des intellos. Vous avez ce qu'on appelle la métisse, qui est l'intelligence des chasseurs, des pêcheurs, mais qui a été étudiée par les philosophes, et des artisans, qui est l'intelligence du faire, du mouvement et du geste, Et pendant un certain temps, c'est ça que les Grecs définissent comme l'intelligence. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Parménide, très vite suivi par un monsieur qui s'appelle Platon, qui se pose le cul sur une chaise. Il pose son cerveau devant lui, et qui dit l'absolu, l'idéal, c'est le 1 immobile. Voilà. Parménide, l'absolu, c'est le 1 immobile. Il y a Platon qui dit il y a le ciel des idées où tout est parfait, tout est merveilleux, et puis il y a cette espèce de merde qui est le corps, qui est réservé pour les esclaves et les artisans, qui se démerdent, et qui nous fournissent de quoi bouffer à notre vieux corps, à notre anémone de mer, voilà, pour renvoyer tout ça. Mais la seule chose qui se passe, c'est là-dedans. On est les héritiers de ça. Après, on a Descartes, qui va encore plus loin, qui effectivement est le cul sur sa chaise à l'intérieur de son cabinet de travail, et qui dit, il y a l'humain, c'est ce qui est dans la tête, il y a un petit machin au milieu qu'il appelle la glande pinéale, et puis, le corps, qui est une machine. Et il distingue, il dit, il y a les animaux machines, nous on a un petit peu animal-machine, parce qu'il faut bien voilà, vivre, ou se faire vivre par les esclaves, mais la seule chose qui est importante pour être humain, c'est ce qui est là-haut, c'est l'esprit. Nous sommes les héritiers de ce drame absolu, qui a certainement aussi des avantages, mais qui a des inconvénients énormes, c'est que nous sommes des cerveaux assis sur des chaises, posés sur des tables, et puis depuis quelques années, fichés devant des écrans, sans plus aucune, mais on va en parler tout à l'heure, sensorialité diverse, sans plus aucun accès à la diversité du dehors, du milieu, ni sensoriel et encore moins corporel, et c'est une espèce d'échéance de l'intelligence humaine individuelle. Pendant ce temps, l'intelligence collective, comme elle a inventé l'écriture, choses comme ça, on rassemble. Donc collectivement, effectivement, on devient hyper performant, hyper intelligent. Mais en intelligence individuelle, on plonge à fond. Et puis là, la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est maintenant où les écrans d'une part et les machines d'autre part qui viennent dans la maison, OK Google, on est assis, et c'est l'esclave mécanique qui ferme la fenêtre. Donc, l'action corporelle est totalement chantée de la vie humaine. Or, on vient de le voir, depuis 3 milliards d'années, c'est l'action corporelle qui construit notre intelligence et notre être au monde. Notre intelligence conceptuelle,
mais notre intelligence affective aussi. Donc c'est vraiment un drame, cette baisse de l'activité physique, de l'activité corporelle, et je dirais plus que l'activité corporelle, on va en reparler, de l'action. L'action avec intention, qui construit un système sensory-intellomoteur, qui fait qu'on va être dans l'action. Et donc, c'est à la fois la deuxième partie de cet exposé, et puis l'arrivée au concret de l'éducation de la FSGT et d'autres. Éducation populaire, fédération sportive. Et voilà. On fait une petite pause. Pendant ce temps, vous marchez, c'est un ordre, et vous chopez l'idée ou la nouveauté qui vous semble principale. Pas simplement comme ça, mais avec un peu la construction qu'il y a eu autour. Pour de préférence, vous la notez pour vous. Mais en marchant, quitte à s'asseoir après pour écrire, en marchant, voilà, qu'est-ce que, dans ce que vient de raconter Louis, je prends comme le plus essentiel pour moi en tant que personne ou pour moi en tant qu'éducatrice ou éducatrice à la motricité. Voilà, on se fait une petite suspension de séance pendant 10 minutes pour travailler à ça. Ça roule? Alors, on va redémarrer donc sur une partie plus concrète, si on peut dire, avec Jean-Jacques Rousseau, himself, et ma petite fille Axel, qui disent exactement la même chose à 400 ans d'intervalle, c'est quand même pas mal. Rousseau, exercer continuellement son corps, l'enfant, rendez-le robuste et sain pour le rendre sage et raisonnable. Rendez-le robuste et sain par le corps pour le rendre sage et raisonnable par l'esprit. Qu'il travaille, qu'il agisse, qu'il court, qu'il crie, qu'il tombe et se relève 100 fois par jour. Qu'il soit toujours en mouvement, qu'il soit homme par la vigueur, et bientôt il le sera par la raison. Ainsi, son corps et son esprit s'exercent à la fois, agissant toujours d'après sa pensée et non celle d'un autre, agissant toujours d'après sa pensée et non celle d'un autre, il unit continuellement les deux opérations, la pensée et la corporité, et l'action. Plus il se rend fort et robuste par le corps, plus il devient sensé et judicieux par l'esprit. Et surtout, ça je vous demande de la garder, vous ne parviendrez jamais à en faire des sages si vous n'en faites pas d'abord des polissons. Vous ne parviendrez jamais à en faire des sages si vous n'en faites pas d'abord des polissons. Pour ma petite fille, le deuxième côté est gagné. Côté polisson, ça semble marcher avec un jardin, mais enfants et belles-filles avaient choisi que tant qu'ils n'auraient pas les sous pour avoir une maison, ils n'auraient pas d'enfants. Plutôt, tant qu'ils n'auraient pas les sous pour avoir un jardin, ils n'auraient pas d'enfants. Et dès qu'ils ont pu avoir un jardin, ils ont eu un enfant. Et cette petite Axel, donc, est revenue de l'école. Alors, elle a fait un primaire absolument... Elle a fait un début de maternelle génial. Et puis, cette année, au mois de septembre, elle est revenue et c'est sorti d'un trait. J'aime pas l'école maintenant. En dernière année de maternelle, elle avait changé d'institut. J'aime pas l'école maintenant. On est assis tout le temps. Faut écouter tout le temps. On peut pas parler. Faut être sage tout le temps. J'en oublie une, mais c'est ça. Voilà. Faut être assis tout le temps. Faut être sage tout le temps. On peut pas parler. Faut écouter tout le temps. Cul sur chaise. Dedans. Elle n'a pas dit parce qu'elle avait déjà intégré malheureusement et on n'est jamais dehors. Ça, c'est la base. Ça veut dire qu'il faut complètement reprendre Rousseau et toutes les neurosciences et la psychologie et la pédagogie du XXIe siècle nous montrent qu'effectivement, il faut reprendre Rousseau et écouter ma petite fille Axel parce que c'est dehors, dans l'action sensorimotrice, que l'intelligence se construit. Et attention, et il le dit bien Rousseau, que l'intelligence intellectuelle, l'intelligence corporelle et l'intelligence affective. Et l'intelligence affective. On ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas aimer si on n'est pas en mouvement, si on ne bouge pas en mouvement. La pire des conneries qui ait jamais été inventée, et on retrouve malheureusement le même, Platon,
Platon, l'amour platonique. Tu es là, je suis là, et on s'aime. Au moins sur le plan des gamètes, c'est pas rentable. Mais sur le plan individuel, c'est pas possible. On ne peut pas aimer. Et tous les écolos qui ne font appel que à l'intellect pour faire aimer la nature, pour faire respecter le monde, Macache, ça ne sert à rien. C'est d'abord si on est dans un amour physique, si on prend l'autre avec soi, donc la nature, le dehors avec soi, qu'on va pouvoir l'aimer, et donc qu'on va pouvoir la sauver. Je ne vais pas sauver si... et en plus si je ne peux pas. Voilà. Alors, on va revenir. Hop. 1. Le besoin de comportement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow, hein, c'est un cas extraordinaire avec qui moi je fonctionne tout le temps. Hop, la pyramide des besoins humains, les besoins vitaux, besoins organiques, besoins de sécurité, besoins, je suis fatigué, aide-moi. De considération. D'appartenance, voilà, besoin d'appartenance et auto-accomplissement, voilà en haut. Le problème de Maslow, qui est un mec génial, c'est que c'était un cul sur chaise. Nous avons le devoir absolu, on la reprendra encore différemment, nous avons le devoir absolu, nous, tous les pédagogues, je dis bien tous les pédagogues, de rajouter un étage. C'est, après la sécurité affective, c'est le besoin de mouvement, le besoin de comportement, le mouvement de besoin de geste. C'est le syndrome du chien dans le coffre. Le chien dans le coffre, vous l'avez foutu dans le coffre, quand vous ouvrez le coffre, il n'a aucune raison de sortir. Aucune. Il a les besoins organismes, il a eu sa pâtée, il a eu tout ce qu'on veut, il est au chaud à la maison, et dans le coffre, il a l'affection de son maître, il a les copains de temps en temps, il a tout. Besoin de comportement, besoin d'y aller, besoin d'y aller, besoin d'y aller. Nous devons absolument réintroduire dans les besoins fondamentaux de l'humain et très dans la base le besoin de comportement, le besoin de curiosité active. Première chose, permettre, libérer, désentraver les corps. Il ne peut pas y avoir de besoin de comportement accompli, donc après tout le reste des besoins, s'il n'y a pas d'abord un besoin de comportement. Des détenus passent plus de temps dehors que nos enfants. Les détenus en prison en Amérique ont à peu près 2 heures dehors par jour. Ils disent que ça leur est indispensable et nos gamins ne les ont pas. Ça pose un autre problème. Et bien j'en profite là parce que voilà, drame absolu. Octobre 2018, Alain Boudrin-Dubourg et Yannick Jadot, entre autres, sans cage. Et la photo est là, ils se mettent dans des cages. Pour dénoncer les maltraitances infligées aux animaux d'élevage qu'on enferme dans des cages. Qu'est-ce que fait la société française avec ses propres enfants humains? Elle encage, elle entrave, elle arrête le fonctionnement corporel humain. C'est un drame. On s'en préoccupe pour les animaux et c'est normal. Et nom de Dieu, on ne s'en préoccupe pas pour nos propres enfants, pour les humains et pour les adultes. C'est un scandale. Circuit chercheur et circuit du plaisir. C'est pareil, il n'est pas encore repris. C'est un monsieur qui s'appelle Panskep qui a découvert le circuit chercheur. Tout le monde avec les drogues ou autres se sont préoccupés du problème du circuit du plaisir et du circuit de la récompense. Il y a eu des recherches gigantesques. Mais lui, il a pris le truc à l'envers. Au lieu de le prendre là,
il l'a pris là, ici, dans le viscéral. Et il s'est aperçu qu'il y avait tout un circuit, le circuit chercheur, qui était le circuit de l'action corporelle. Et que, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand un chien est dans son coffre? C'est vas-y, fouille, fouille, il y a certainement quelque chose d'intéressant à choper. Si, dans l'évolution, les animaux qui nous ont précédés, à n'importe quelle étape que ce soit, étaient restés le cul sur 16 ou l'anémone au fond de son trou en attendant que la bouffe, elle arrive, eh bien on serait tous restés des anémones et on s'emmerderait un peu. Avec les mammifères en particulier, ça a été le circuit chercheur qui part effectivement de bien-être, mal-être, et qui dit une fois qu'il y a un minimum de bien-être, vas-y fonce, agis, fouine. Moi je préfère le circuit fouineur, explorateur, circuit explorateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le gamin? Le nourrisson. Qu'est-ce qu'il fait le gamin? Il fouine, il cherche, il explore, il construit. Voilà. Et on les assoit à l'école. Monstruosité. Un gamin, un petit tout, c'est fait pour grandir en intelligence. Et on ne peut pas grandir en intelligence le cul sur une chaise où on est assis tout le temps. Ah oui, j'ai oublié. Il faut être sage tout le temps. Voilà. Faut écouter tout le temps, faut être sage tout le temps, faut pas parler et faut être sage tout le temps. Voilà. C'est pas possible. C'est une monstruosité. Oui, mais ça fait des millénaires. Oui, ça fait des millénaires. Ça fait 4000 ans que ça dure, puisqu'il y a 4000 ans, dans les écoles de scribes en Mésopotamie, il y a 4000 ans, c'était si tu bouges, le maître te frappe, si tu sors, le maître te frappe, si tu n'as pas bien fait ton écriture, le maître te frappe, etc. etc. Donc c'est cul sur chaise à exécuter une consigne en posant son cerveau sur la table. Ça fait 4000 ans que ça dure. Heureusement qu'il y a eu l'éducation populaire, heureusement qu'il y a eu les FSGT, heureusement qu'il y a eu les CMA, centres d'entraînement en méthode d'éducation active, etc., qui au moins ont pour l'instant préservé les loisirs. Nous avons, les gens de l'éducation populaire, une tâche énorme qui a complètement abandonné l'éducation nationale, complètement abandonné, une heure de gym et des travaux manuels que maintenant c'est de l'informatique, c'est même plus du travail manuel, c'est de l'informatique. Le corps en action a été complètement abandonné par l'école, c'est dramatique. Et c'est nous, les gens de l'éducation populaire, qui sommes les seuls à garder ce corps en mouvement. Donc et en geste, c'est absolument essentiel. Donc, circuit chercheur, qui est différent du circuit du plaisir et qui est différent du circuit de la récompense. Quand le circuit chercheur, quand la récompense est en vue, le plaisir est en vue, le plaisir immédiat, consommateur est en vue, le circuit chercheur se débranche. C'est démontré dans la mécanique. C'est plus la dopamine qui entre en jeu, c'est d'autres neurotransmetteurs. Mais la dopamine s'arrête à ce moment-là. Et c'est terrible sur le plan corporel, et c'est terrible sur le plan humain. Tous les gamins ont un circuit chercheur lié à leur propre curiosité, la curiosité active, et par rapport à la dimension qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais de l'autre, de l'amour. Ils ont fait plein d'expériences extraordinaires avec des chimpanzés, avec des gamins. La plus connue, c'est petit homme bleu, petit homme vert et petit homme jaune. Voilà. Le petit homme bleu essaye, dans le dessin animé, de grimper quelque part. Le petit homme, qui me bourrait peut-être, je suis fatigué, vert, pousse et aide le petit bonhomme à monter en haut. Le petit homme jaune arrive et au contraire il tire, ou il fait rien, ou il tire sur le truc qui se casse la gueule. Après on demande aux gamins de choisir leur petit bonhomme. Ils choisissent tous le petit bonhomme vert, le petit bonhomme qui aide, le petit bonhomme, voilà. Sauf
y a récompense. Sauf si à chaque fois qu'il fait un effort, on lui file un bonbon, qu'est-ce qu'il fait? Le gamin et le chimpanzé, il s'assoit, le cul sur une chaise, et il tend la main. Le bonheur n'est pas dans la récompense. Le bonheur n'est pas dans le plaisir consommé. Le bonheur est dans l'action. Le bonheur est dans l'action. Il y a un gars qui a un nom accouché dehors chez Champagne qui a travaillé là-dessus avec des plus grands gagneurs de Vendée Globe, là, comme ces jours-ci, et sportifs, pianistes, voilà, tous les gens. Et ils leur disent, mais la récompense, la victoire contre les autres, c'est un plus qui va me faire plaisir pendant 10 minutes. Mais le bonheur, mon bonheur, c'est quand je suis dans l'action et quand je repense à l'action au moment où j'étais. Voilà. Le bonheur est dans l'action. En privant les gamins et les plus petits en particulier de motricité et de dextérité, on les prive de bonheur. Le bonheur n'est pas dans la récompense. Hein. La publicité où j'aurais envie, si je ne suis pas un violent, mais si j'avais une Kalachnikov, j'aurais démonté tous les gens qui l'ont fait, la télé, etc. Voilà. C'est tout de suite sans rien faire. C'est une monstruosité. Je ne comprends pas comment les éducateurs ont laissé passer une pub comme ça pendant des années. C'est par rapport à Internet. Tout de suite sans rien faire. C'est monstrueux. C'est déshumanisant. C'est nier l'humanité. C'est l'action. Et l'action corporelle d'abord, intellection, mais l'intellection, elle ne va pas marcher toute seule. L'intellection va marcher quand elle va être lancée par de l'action corporelle, mouvement et geste. Donc, circuit chercheur, circuit du plaisir, c'est sympa aussi, hein. Ça fait du bien de se faire plaisir de temps en temps. Mais ce qui va me construire, ce qui va me faire du bonheur, qui va faire que je vais être joyeux, que je vais sourire spontanément et non pas parce que c'est rentable, c'est l'action. C'est l'action, et d'abord l'action corporelle avant l'action intellectuelle. J'aime beaucoup le mot intellection, l'action intellectuelle, parce qu'elle est merveilleuse, mais elle ne peut s'appuyer qu'au départ, et longtemps pour certains. Vous remarquerez que les intellectuels qui produisent encore des bons bouquins passés 80 ans, c'est des gens qui bougent, c'est des gens de l'action corporelle. Les intellectuels qui ont pu avoir été des intellectuels fabuleux, mais qui étaient que des culs sur chaise, à partir de 80 ans, ils se répètent, ils répipillent, mais ils disent rien de nouveau. Action, intellection, c'est l'action qui nourrit notre cerveau affectif. Essayez toujours, réussir souvent, la victoire, la fierté. Ça, c'est un problème de notre société aussi, c'est que la fierté corporelle, on n'y a plus droit. J'ai réussi, la victoire. Et la victoire corporelle en particulier, pas forcément la victoire sur l'autre, hein. Moi je ne suis pas très sport de compétition entre, hein. Mais je suis sur l'activité corporelle, l'activité physique, où je réussis. Pensez simplement, vous, à un gaminote qui monte une tour de cube de Kepler. Aucune récompense. Aucun plaisir consommé, mais un bonheur absolu de faire, de réussir, la victoire, la fierté, et le droit de dire qu'on est fier de soi, le droit de dire qu'on a gagné soi. Essayez toujours, réussir souvent, fierté, et penser à la victoire corporelle. Dopamine, adrénaline. L'adrénaline, c'est le serrer les dents, qui est génial aussi, à la fin, au moment, etc., où il faut serrer les dents pour la victoire, il y a un coup d'adrénaline. Mais ce qui va nous construire, c'est pas l'adrénaline, c'est la dopamine, qui fait partie, elle, du circuit chercheur, et qui fait que j'ai envie, corporellement, d'avancer, de faire des choses. Et après, bien sûr, du corporel, je passerai à l'intellectuel, et l'envie de lire, l'envie de comprendre, tout ça, ça va venir d'abord corporellement. Les 6 moteurs de la synaptogénèse. Synaptogénèse, les neurones, et au bout des neurones, il y a plein de petites connexions qui se font avec d'autres neurones ou avec des organes. Les synapses, c'est le petit truc qui est entre les deux, et c'est pas le nombre de neurones qu'on a qui compte,
Parce que c'est acquis à la naissance, et on en perd un peu régulièrement, on en fabrique quelques-uns, mais globalement, le nombre de neurones, les milliards de neurones, c'est à peu près de l'acquis. Par contre, tout ça, tic, 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 ça connecte, ça déconnecte, ça connecte, ça déconnecte, ça multiplie complètement les synapses, la synaptogénèse, ça multiplie complètement les... Ça, c'est entièrement nous. C'est entièrement nous. Et les 6 moteurs de la synaptogénèse, donc les 6 moteurs de l'intelligence au sens le plus noble du terme, cognitive, affective, corporelle, je vous dis, viscérale, viscérale pas tellement, mais au moins les 3 autres, voilà ce qui a été défini, et ça a été étudié chez les petits toux et chez les vieillards. Et c'est les mêmes. L'enthousiasme. L'enthousiasme. Sans enthousiasme, t'es foutu. Nous, éducateurs, si on s'emmerde avec les petits toux, si on s'emmerde avec les chiards, il faut se barrer, il faut faire un autre métier. Sans enthousiasme de l'autre, sans enthousiasme de l'éducateur, sans l'enthousiasme de la figure d'attachement secondaire, il ne se passe rien. Moi, généralement, je ne mets pas les 6 moteurs, je le mets en booster au début. L'enthousiasme de l'éducateur. Après, il y a l'action physique, l'affection, la curiosité, la réflexion et l'effort. Action physique, à acre, moi j'appelle ça à acre. Action physique, je suis fatigué, le deuxième je viens de le dire. Affection, action physique, affection, curiosité, réflexion et effort. Voilà, je vais être très très dur. Bravo l'éducation nationale. 1 sur 6. Réflexion. L'effort corporel, la curiosité, l'enthousiasme, l'action, c'est pas enseigné. Notre job, nous, on est vraiment des gens de l'éducation populaire. Bien sûr, il faut qu'on percole, il faut qu'on inonde l'éducation nationale avec ces 6 moteurs. Et dedans, il y a donc l'action physique et l'effort corporel. Action physique, effort corporel. Il ne peut pas y avoir d'intelligence, de synaptogénèse, donc d'intelligence large, s'il n'y a pas action physique et effort. Revisiter Maslow. Donc cette fameuse pyramide de Maslow, pyramide des besoins humains, il y a 2 choses. Donc il faut absolument rajouter le besoin de comportement, le besoin d'action corporelle, le besoin d'action corporelle, le besoin d'effort corporel, il faut le rajouter. Mais il faut transformer la pyramide en fleur au sens le plus végétal du terme. Ça m'est venu en marchant dehors un matin, chez nous dans les Pyrénées, et vous avez les besoins de protection, les besoins organiques, les besoins de sécurité, hein, de sécurité. De sécurité, voilà. Tout ça, c'est une enveloppe de protection qui va tutorer et protéger 2 choses. Le besoin d'action corporelle, d'effort, et le besoin d'auto-accomplissement. Donc vous avez ces enveloppes de la protection, ça c'est notre job, mais pour laisser émerger les besoins d'effort, besoin d'auto-accomplissement, besoin corporel, d'effort corporel. Voilà. Il faut revoir sa pyramide de Maslow en fleur de Maslow, avec surtout le fait de ne pas refermer au-dessus, tu vas te mouiller, tu vas te salir, etc. Et hop, c'est les pétales qui, au lieu de tutorer, de permettre de monter, referment et empêchent la fleur de l'action corporelle de grandir. Et si l'action corporelle ne peut pas grandir, l'action intellectuelle et surtout l'action vers l'autre ne va pas être possible.
Donc, fleurs de Maslow, les enveloppes qui tiennent, mais lui, il va, et puis on refait le plan en haut. Voilà, et je terminerai par dehors, 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 dehors. Désincarcérer les personnes, désincarcérer les adultes, désincarcérer les enfants. À l'intérieur, ah oui, petite expérience chez les petits Ouistiti. Petit Ouistiti, élevé par une mère de fil de fer et par une vraie mère, c'est ceux qui ont les vraies mères qui se développent avec du vrai toucher, etc. Mais il y a autre chose intéressante. Ils ont fait aussi environnement basique, géométrique, et puis simili extérieur. De l'eau pour se baigner, des branches pour grimper, des endroits pour se cacher, des endroits pour se cacher. Et là, c'est encore pire, ou aussi pire qu'avec le problème de la mère en fil de fer. Les synapses ne se développent pas, les neurones ne se développent pas dans certaines parties du cerveau, et il y a certaines parties du cerveau qui disparaissent. Heureusement, résilience qu'on connaît maintenant, si on les relâche dans une nature, dans un milieu plus libre, ça redémarre. Un peu moins bien, mais ça redémarre. Donc, dehors, dehors, dehors. Pourquoi? Parce que dedans, on ne pourra jamais restituer, jamais, la diversité physique, la diversité visuelle, la diversité sensorielle qu'il y a dehors. Regardez-nous ici, encore on a un peu de bois. Voilà, mais vous ne le voyez pas dans l'écran. Mais sinon, c'est géométrique, c'est le regard but tout de suite. Il n'y a pas de dimension. On ne peut pas regarder le ciel. Et c'est une des dimensions pour moi qui est les plus importantes, cette espèce de balade de sensoriel du lointain au proche. On ne peut pas crier. Il n'y a pas le droit de crier. Ça, c'est une monstruosité. Le corps ne peut pas s'exprimer par le cri. Pourtant, le cri, qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît? La première chose qu'il fait, il gueule. Le bonheur de crier. Il n'y a plus le droit. Tais-toi. Mets les mains sur la table. C'est terrible. Donc, il faut désincarcérer l'éducation. Il faut désincarcérer l'éducation. Et malheureusement ou heureusement, l'éducation populaire est en tête par rapport à ça. N'a jamais lâché le dehors, a toujours essayé de désincarcérer les enfants. Donc, désincarcérer, c'est votre boulot, c'est notre boulot de désincarcérer le geste, désincarcérer le mouvement, désincarcérer la sensorialité. Et ça peut se faire que dehors, dans un milieu qui est d'une complexité telle qu'on va développer notre complexité intellectuelle et affective avec la complexité du dehors. Voilà, motricité, dextérité, donc vraiment les deux, il faut penser. Et sensorimotricité. Pour progresser dehors, pour construire dehors, je suis obligé d'imaginer quelque chose qui n'a jamais été fait. Je suis obligé d'imaginer quelque chose qui a été fait. Même maintenant, avec ces putains de Lego qui, pour faire du fric, arrivent à faire des fermes Lego, des machins Lego, le gamin, il n'a plus qu'à exécuter. Non, dehors, c'est pas possible d'exécuter. Dehors, tu regardes, tu prends un modèle éventuellement, ou l'adulte te file un petit coup de main, mais dehors, en liberté, tu construis complètement tout ce que tu as à dire. Affordant ces milieux, voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Les affordances, c'est le nombre de possibilités que le corps-cerveau humain va inventer dans un milieu. Et à l'intérieur, les tables elles sont carrées, les quais plats ils sont comme ça. Dehors, les affordances sont gigantesques parce que on est dehors. Et la présence proche de l'adulte va simplement assurer la rassurance. Notre job, c'est la rassurance. C'est dans la fleur de Maslow,
c'est l'enveloppe de sécurité qu'il y a autour. Et puis des fois donner le petit coup de main qui va aider à faire une cabane en pensant que, etc. Il faut un environnement riche et aventureux, un environnement riche et aventureux et le plus complexe possible, et un pôle de sécurité qui est assuré par l'adulte. À plus ou moins grande distance, ça on va jouer selon l'âge, etc., quitte à partir. Jeunesse et Sport, qui est le ministère de l'Éducation populaire merveilleux, et qui reste un ministère merveilleux, donne le droit à des gamins, à partir de n'importe quel âge, si c'est dans le projet pédagogique, de partir 3 jours camper tout seul, sans adultes, s'ils veulent. Cette ouverture. Bien sûr, ça doit être réfléchi, etc. Mais voilà. Pôle de sécurité, pas forcément sur place, mais pôle de sécurité. Voilà. Oh, j'ai un coup de fatigue. Je m'assieds. C'est à peu près terminé. Ben, décidément, j'ai que des ennuis aujourd'hui. Voilà. Éduquer, c'est à la fois permettre et lancer à l'aventure de plus en plus loin dehors. Et c'est assurer à distance variable un pôle de sécurité. Dehors, 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 dehors. Foutez-les dehors, foutez-les dehors, foutez-les dehors. Voilà. Donc maintenant, il nous reste combien de temps? Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est que les gens prennent 5 minutes, si c'est possible, pour réfléchir un petit peu à tout ça, peut-être à des questions qui étaient préalables, et puis après on passe à questions-réponses. Mais on se prend 5 minutes, de préférence en marchant, debout, et puis après on passe à ce que vous voulez comme temps, je suis à votre disposition pour des questions-réponses. Voilà. Ok, super. Merci vraiment Louis pour cette intervention. C'était vraiment des propos super riches et très intéressants. Je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous ont réussi à trouver ce qui pouvait faire sens pour ouvrir des pistes de réflexion et j'espère d'actions futures voilà, au sein des associations, au sein des clubs et tout ça, pour aller dans le sens du mouvement en fait, et du corps en action pour toutes et tous. Du coup, moi je trouve qu'au niveau FLGT c'est super parce qu'à la fois dans ce qu'on travaille sur l'enfance et à la fois dans ce qu'on travaille dans toutes les autres activités, notamment les activités de plein air, ça nous conforte vraiment dans notre projet et dans l'envie de réfléchir un peu plus à ça et d'avancer là-dessus. Du coup, peut-être qu'on peut prendre ces 5 minutes, comme le dit Louis, pour marcher un peu et réfléchir. Après, ce qu'on pourra faire, je finis ça, c'est Mounia en fait qui va donner la parole aux gens. Donc en fait, vous pourrez prendre la parole ensuite, donc soit dans le chat en mettant votre nom, soit en levant la main. Vous avez la possibilité de lever la main normalement sur Zoom. Et voilà, et donc soit vous intervenez, vous posez des questions dans le chat et Mounia se fera le relais, soit vous écrivez un petit commentaire, voilà. Je vous redonnerai la parole après tout ça. Voilà. Oui, c'était juste pour conclure, avec la FSGT et je dirais toutes les associations d'éducation populaire en particulier, nous avons entre les mains, attention, je vais loin, nous avons entre les mains l'avenir de l'humanité. L'humanité, si nous, les associations d'éducation populaire, ne prenons pas en main l'action corporelle dehors, le dehors, l'action corporelle dehors, c'est pire que Internet et choses comme ça. C'est pas gênant qu'il y ait un peu d'Internet, c'est pas gênant qu'il y ait, si, en plus et surtout, en très grande majorité, il y a de l'action corporelle dehors. L'action corporelle dehors, c'est vraiment notre job absolu. C'est voilà, foutez les gamins dehors, foutez les gamins dehors, foutez les gamins dehors, les petits tout, les grandés, les plus grands. Et les plus grands, ils seront emmerdés beaucoup plus longtemps s'ils n'ont pas été dehors quand ils étaient petits, en maternelle, dans les centres, voilà. Foutez les gamins dehors, mettez les gamins dehors. C'est un enjeu de société, c'est pas un enjeu gaguesque, c'est un enjeu de société pour la société mondiale. Merci.